Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, une notion absolument centrale du programme de philo, le travail. C'est un sujet qui, vous allez voir, nous touche toutes et tous au plus profond parce qu'il façonne nos vies, nos sociétés, bref, c'est crucial et on va décortiquer ça ensemble, surtout en vue du bac. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. La question qui va vraiment structurer toute notre pensée, la voici. Est-ce que le travail, c'est ce qui nous rend libres, ce qui nous permet de nous accomplir, ou est-ce que, au contraire, c'est une sorte de servitude, une aliénation? C'est vraiment cette tension, ce paradoxe qu'on va creuser. Et pour bien comprendre ce paradoxe, regardons juste autour de nous aujourd'hui. D'un côté, on a l'image un peu mythique de l'ouvrier bâtisseur du XXe siècle, vous savez, le symbole de la force collective. Et de l'autre, le livreur à vélo du XXIe, symbole d'indépendance, du moins en apparence. Parce que la vraie question, c'est cette fameuse ubérisation. Est-ce qu'une vraie libération ou juste une nouvelle forme, plus cachée, de précarité? C'est exactement ça qu'on va essayer de démêler. Alors, commençons par la première grande idée. C'est souvent la plus intuitive, celle qui nous vient en première à l'esprit. C'est la thèse du travail comme libération. L'idée que travailler, c'est ce qui nous construit, ce qui nous rend vraiment humains, ce qui nous permet de nous réaliser, de laisser notre marque sur le monde. Et pour défendre cette idée, on a un auteur incontournable, John Locke. Sa phrase ici, elle est fondatrice, vraiment essentielle à retenir. Pour Locke, c'est simple. Le travail, c'est ce qui fonde la propriété. C'est une idée d'une puissance incroyable. Ce que je produis grâce à mes propres mains, ça m'appartient. C'est mon bien propre. Expliquons un peu plus cette idée, parce qu'elle est vraiment cruciale. Imaginez, vous êtes dans la nature. Tout appartient à tout le monde. Mais, dit Locke, si vous prenez la peine de cueillir des fruits, si vous travaillez la terre pour faire pousser quelque chose, vous y avez mêlé votre travail. Vous y avez ajouté quelque chose de vous-même. Et c'est cet effort-là qui transforme cette ressource qui était commune en votre propriété légitime. Le travail, c'est donc ce qui trace la frontière entre ce qui est à tout le monde et ce qui est à soi. Ok, donc le travail fonde la propriété, ça c'est Locke. Mais ce n'est pas tout. Le travail, ça peut aussi être une source immense de satisfaction, d'estime de soi. Et pour ça, on va s'appuyer sur un penseur plus contemporain, Matthew Crawford. Il est intéressant parce qu'il est philosophe et mécanicien. Et cette phrase, « et la lumière fut », il la prononce après avoir réussi à réparer un circuit électrique compliqué. C'est simple, mais ça dit tout. Ce que Crawford veut nous montrer ici, c'est la puissance du résultat tangible. Quand on fait un travail manuel, comme réparer une moto ou construire un meuble, le résultat est là, sous nos yeux. C'est concret, c'est indéniable. Ça marche ou ça ne marche pas. Et quand ça marche, cette preuve de notre compétence, ça nourrit une fierté, une estime de soi extrêmement solide. C'est une façon de s'affirmer dans le monde réel. Bon, si on résume ce premier grand volet, on voit que le travail peut être un formidable moteur d'accomplissement. D'un côté, avec Locke, il nous donne le droit à la propriété. De l'autre, avec Crawford, il nous apporte l'estime de soi. On pourrait même ajouter Simone de Beauvoir qui dit qu'il nous donne un pouvoir sur la nature, ou Durkheim qui voit le ciment de la reconnaissance sociale. Bref, une vision très positive. Mais attention, il y a une vision radicalement opposée. C'est notre antithèse, notre deuxième grande partie. L'idée que le travail, loin de nous libérer, peut au contraire nous détruire, nous aliéner. C'est une vision beaucoup plus sombre, mais tout aussi puissante. Et pour incarner cette idée, on a une image que tout le monde connaît, Charlot dans les temps modernes. Vous l'avez en tête, vissé à sa chaîne de montage, répétant le même geste à l'infini jusqu'à en perdre la raison. Il n'est plus un travailleur, il est devenu lui-même un rouage, une pièce de la machine. C'est l'illustration parfaite et géniale de ce qu'on va appeler l'aliénation. Voilà, le mot est lâché, aliénation. C'est le concept clé de cette partie, un incontournable pour le bac. L'étymologie nous aide beaucoup, ça vient du latin alienus, qui veut dire étranger, devenir étranger à soi-même. Et c'est Karl Marx qui va théoriser ça. Pour lui, dans le capitalisme industriel, le travailleur devient étranger au produit de son travail, à son activité et finalement à sa propre humanité. Et cette phrase de Marx résume tout le drame. C'est un paradoxe terrible. Plus l'ouvrier produit de richesse, plus il s'appauvrit lui-même. Comment c'est possible? Parce que toute la valeur qu'il crée lui est retirée. Il ne devient plus qu'une marchandise comme une autre, sa force de travail s'achète et se vend. Et pendant que le monde des objets s'enrichit, lui, son être humain, se vide. Pour que ce soit encore plus clair, on peut opposer deux figures, l'artisan et l'ouvrier. L'artisan, lui, maîtrise tout le processus. Il pense son objet, il le fabrique de A à Z et à la fin, l'œuvre lui appartient, elle est le reflet de son savoir-faire. Il s'accomplit dedans.
L'ouvrier de l'usine, à l'inverse, est dépossédé de tout ça. Il ne fait qu'un seul geste répétitif sur un produit qui n'est pas à lui et donc il ne voit même pas la finalité. C'est ça la division du travail, qui, selon Marx, détruit l'identité. Donc, pour résumer l'analyse de Marx, l'aliénation, ça a plusieurs facettes. Premièrement, on est dépossédé du produit de notre travail. Deuxièmement, le travailleur lui-même devient une marchandise. Troisièmement, le travail, qui devrait être une expression de soi, devient une souffrance, une simple contrainte. Et le résultat de tout ça? On perd ce qui fait notre humanité, notre capacité à créer librement. Bon, alors on a d'un côté un travail qui nous construit et de l'autre un travail qui nous détruit. Est-ce qu'on est condamné à ce grand écart? N'y a-t-il pas une troisième voie possible? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant en se demandant, mais au fond, à quoi ça sert de travailler? Et pour explorer cette piste, on va faire appel à une philosophe absolument passionnante, Simone Weil. Ce qui est incroyable avec elle, c'est qu'elle n'a pas seulement pensé la condition ouvrière, elle l'a vécue. Elle a quitté son poste de prof de philo pour aller travailler en usine. Sa pensée, elle est donc enracinée dans le concret, dans la souffrance réelle. Et ce qu'elle propose, c'est de changer complètement notre regard. Pour Simone Weil, le problème, ce n'est pas de travailler trop. La solution, ce n'est pas de travailler moins. Comme elle le dit, être esclave quelques heures par jour, ça reste être esclave. Non, la vraie révolution, c'est de transformer le travail de l'intérieur. Il faut que chaque personne, même au poste le plus simple, puisse ressentir de la fierté, puisse comprendre son utilité dans le grand tout. C'est une question de sens et de dignité. Et cette question du sens, elle nous ramène tout droit à notre point de départ, l'ubérisation. Est-ce que ce modèle, qui promet à chacun d'être son propre patron, d'être autonome, est-ce que c'est enfin une solution à l'aliénation? Quand on y regarde de plus près, le bilan est paradoxal. La promesse, c'est l'indépendance. Mais la réalité, c'est souvent la précarité, l'absence de sécurité. La promesse, c'est la flexibilité. La réalité, c'est un contrôle permanent par des algorithmes invisibles mais tout-puissants. La promesse, c'est être son propre patron. La réalité, c'est la solitude et une compétition féroce. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'économie des plateformes ne résout pas du tout le débat philosophique. Au contraire, elle l'incarne à la perfection. D'un côté, on a l'illusion de la liberté, un peu comme chez Locke, chacun est propriétaire de son vélo et de son temps, mais de l'autre, on a de nouvelles formes d'aliénation, très subtiles, qui rappellent étrangement l'analyse de Marx. Le débat est plus actuel que jamais. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question que je vous laisse en ouverture et que chacun doit se poser pour soi-même. Au fond, qu'est-ce qu'on attend du travail? Est-ce que c'est juste un moyen de gagner sa vie, de subvenir à ses besoins, ou est-ce qu'on cherche quelque chose de plus, un moyen d'exister, de s'accomplir, de trouver un sens? Allez, pour finir, le petit point méthode indispensable pour le bac. Les 3 auteurs à avoir en tête sur cette notion, c'est simple. Locke pour la propriété, Marx pour l'aliénation et Simone Weil pour le sens. Les concepts clés, aliénation bien sûr, mais aussi propriété, division du travail, et surtout l'erreur à ne jamais faire, c'est de réduire le travail à une simple question d'argent. On attend de vous que vous en montriez la richesse, la dimension existentielle, politique, sociale. C'est ça la philo. Voilà pour ce parcours philosophique autour du travail. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous aide à y voir plus clair pour le bac, et même au-delà, si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne. Vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, un abonnement, la petite cloche, c'est ce qui aide le plus à faire vivre ces contenus. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très vite pour une autre notion.